L'économie mondiale repose sur les océans. Le Moyen-Orient est une plaque tournante du trafic maritime et l'un des principaux pourvoyeurs de la plus importante matière première, le pétrole. Ici, toutes les routes maritimes passent par des détroits. Ces goulots d'étranglement sont la clé du contrôle du Moyen-Orient. Et jusque-là, les États-Unis et l'Occident en étaient les seuls détenteurs. Le détroit d'Ormuz relie le golfe Persique et l'océan Indien. 1/5 du pétrole mondial est acheminé par ce bras de mer. Les tensions politiques entre l'Iran, Israël et les États-Unis en font un foyer de crise. Et tous ceux qui consomment du pétrole pourraient en subir un jour les conséquences. Dans le sud-ouest de la péninsule arabique, le golfe d'Aden débouche sur le détroit de Bab el-Mandeb, terrain de chasse favori des pirates somaliens et des chasseurs de pirates. Ce sont les protagonistes d'une lutte sans merci dont l'enjeu est le maintien de la domination occidentale dans la région. Au nord se trouve le canal de Suez, la porte de la Méditerranée. Pendant des décennies, l'Occident a contrôlé l'Égypte et le canal. Mais la situation est en train de changer. Après 500 ans d'hégémonie occidentale, la population locale reprend peu à peu le contrôle. Au Moyen-Orient, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition. Il s'agit de pays éloignés qui sont eux aussi dépendants de la région et de son pétrole. Leurs navires sont toujours plus nombreux et leur influence s'accroît. Les intérêts des Chinois se heurtent aujourd'hui à ceux des Américains. Une seule puissance qui dirige le monde, ce n'est pas soutenable. De la Libye à l'Iran, de la Méditerranée aux côtes des pirates somaliens, les cartes du pouvoir sont redistribuées dans le grand jeu du pétrole. Tout tourne autour du contrôle des voies de navigation. La protection du trafic maritime est capitale pour la planète entière. Il n'y a pas de meilleur endroit pour observer ce match que le pont d'un navire en haute mer. Le Progress est un pétrolier de 228 mètres de long. Il transporte du kérosène entre le golfe Persique et l'Europe. Un petit maillon dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie. Je m'appelle Alexandre Trudeau. Du golfe Persique à la Méditerranée, le Progress sera mon poste d'observation. Je veux voir comment les rapports de force évoluent au Moyen-Orient. Et comment une longue page de l'histoire se tourne pour laisser place à un nouvel ordre mondial. L'Occident a dirigé le monde par l'impérialisme et le néocolonialisme. C'était la réalité, mais c'est fini. Il ne devrait plus y avoir d'empire. Dans un monde divisé en une multitude d'États, on devrait faire du commerce pacifiquement sur la base du libre-échange. Mais la réalité est tout autre. The barren rocks of Aden, a piper's tune which was famous throughout the empire. The barren rock... Le Moyen-Orient a vu naître et mourir bien des empires. La dernière bataille de l'Empire britannique a eu lieu à Aden il y a 50 ans. De là, les Anglais avaient assis leur pouvoir sur les routes et les passages maritimes. This port lives on oil, and it also protects the sources of that oil. À partir des années 60, les Britanniques n'ont plus les moyens de dominer le monde et sont chassés de la région. À la longue, un empire coûte plus qu'il ne rapporte. C'est pourquoi il ne dure pas éternellement. La Grande-Bretagne est ruinée, mais l'Occident a déjà un nouveau maître. Après la guerre, les États-Unis ont été en position d'organiser et de diriger le monde.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt invite le roi saoudien Ibn Saoud à bord d'un navire de guerre américain. Les États-Unis ont vite compris l'importance du pétrole et le rôle stratégique des déserts arabes. Il s'agit de contrôler la région, car c'est un formidable moyen de dominer le monde entier. À l'époque, l'Arabie saoudite est un État du désert sous-développé, et l'Amérique, le plus grand producteur de pétrole. Or, le monde est avide d'or noir. Pour calmer son appétit insatiable, il s'avère donc nécessaire d'exploiter toutes les ressources pétrolières. L'Arabie saoudite est inféodée aux États-Unis. C'est le résultat de la politique menée par Roosevelt après 1945. 65 ans plus tard, la compagnie Saudi Aramco, emblématique de ses relations particulières, est toujours le plus gros fournisseur de pétrole au monde. Et le restera probablement, au vu des immenses réserves de l'Arabie saoudite. On ne peut pas passer à côté de Ghawar. C'est le plus grand gisement de pétrole et de gaz de la planète. Il produira sans cesse du pétrole. Ses réserves sont estimées à 260 milliards de barils. Les Saoudiens peuvent donc fournir énormément de pétrole au monde. L'Arabie saoudite a gagné beaucoup d'argent avec le pétrole et l'a investi judicieusement pour son peuple et son pays. L'Arabie saoudite vit dans un grand confort matériel, mais sous un régime politique autoritaire. Nous autres Saoudiens savons exactement ce que nous voulons de notre gouvernement. Et nous connaissons bien notre système politique. Et nous en sommes très satisfaits. Le désert inhospitalier est devenu un terrain de jeu pour les riches. Jusqu'ici, la manne pétrolière est garante de la paix intérieure. Mais l'or noir des Saoudiens est acheminé par la mer. Les voies de navigation doivent donc être sûres et accessibles. Une mission assurée par ces bases américaines. Nous dominons la mer et l'économie mondialisée, ce qui nous donne un pouvoir sans équivalent. C'est parce qu'ils contrôlent l'accès au pétrole que les États-Unis sont une superpuissance. Les pétroliers comme le Progress sont ici en sécurité grâce à la Pax Americana, concept désignant l'hégémonie américaine dans le monde. Pour le capitaine Amo et son équipage philippin, c'est un voyage de routine. Les voies maritimes peuvent encore être parcourues sans problème. Toutefois, notre route nous conduit près des côtes d'un pays qui refuse l'ordre mondial américain. L'Iran. Au début des années 50, l'Iran veut échapper à la domination occidentale et nationaliser sa production de pétrole. Les États-Unis et la Grande-Bretagne l'en empêchent, en maintenant au pouvoir un dirigeant conciliant, le Shah. Aucun autre régime n'était toléré s'il menaçait la suprématie américaine. Mais on n'agissait pas à découvert. En 1979, quand le système s'est effondré avec la destitution du Shah, la situation s'est nettement dégradée d'un point de vue anglo-américain. « 30 ans plus tard, l'Iran résiste toujours et peut avoir la main mise sur le détroit d'Ormuz. C'est un goulot d'étranglement facile à contrôler depuis la côte. On peut le bombarder, le miner ou le bloquer. L'Occident voit d'un mauvais œil la position dominante que l'Iran occupe au nord du détroit, car il ne peut plus garantir la sécurité du transport pétrolier. Et si l'or noir cessait de couler, le prix du baril atteindrait des sommets. Le Progress a chargé dans ses cales un carburant précieux destiné aux fusées. En traversant le détroit d'Ormuz, le capitaine Amo et son équipage
ont cependant bien d'autres préoccupations que les débouchés commerciaux de leur cargaison. Un vieil ennemi de la marine marchande les guette sur l'eau. Ici, dans l'océan Indien, des pirates menacent la sécurité des bateaux, et plus particulièrement celle des pétroliers. L'océan Indien est un enfer avec tous ces pirates. Notre vie a changé. Notre travail n'est plus une partie de plaisir. Barbelés, épouvantails, canons à eau et sentinelles armées sont autant de mesures de défense contre d'éventuelles attaques de pirates. L'équipage du Progress ne comprend pas que l'Occident, qui veillait jusque-là sur le trafic pétrolier, n'ait toujours pas réglé ce problème. Off the coast of Somalia today, pirates hijacked yet another cargo ship. C'est le deuxième pétrolier en 2 jours à tomber aux mains des pirates. La piraterie a connu l'an dernier un bond de 40% dans le monde. Avec les pirates, l'anarchie s'est déplacée de la terre à la mer. La Somalie a la plus longue côte d'Afrique. C'est un État corrompu. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait des pirates. Une fois encore, la Somalie est victime de la sécheresse. Le pays souffre depuis des décennies de fléaux provoqués par la nature ou par les hommes. Fin 1992, l'Occident intervient dans la guerre civile, ce qui se solde 10 mois plus tard par une catastrophe. Le chaos règne en Somalie, et avec la piraterie, il s'étend de plus en plus aux routes maritimes. Des hommes d'affaires habiles ont su exploiter les rares ressources encore disponibles dans le pays. Une main-d'œuvre laborieuse et des terrains stratégiques sur le littoral. Compte tenu de la situation géographique, la piraterie est une sorte de péage. Durant des semaines, de longues barques sillonnent l'océan Indien à la recherche de pétroliers de taille moyenne. Ces hommes sont animés par un étrange mélange de désespoir, de violence et d'audace. Ce sont des actes désespérés commis par des hommes désespérés. En Somalie, il n'y a pas d'industrie, pas de développement. Le fusil est votre outil de travail. Il vous permet de gagner votre vie. Ce groupe de pirates, armés jusqu'aux dents, passe le temps en mâchant du khat, une drogue très prisée ici. Notre vie d'avant a été détruite. On ne la retrouvera plus. On prend tous les bateaux qu'on peut. Tant qu'ils passeront par ici, on les attaquera. Les pirates somaliens menacent le contrôle des États-Unis sur les voies maritimes, et donc la Pax Americana. Les navires traversent ces eaux comme un troupeau de moutons passe devant une meute de loups. Ceux qui montrent des faiblesses ou s'éloignent de la trajectoire sont des proies faciles. Mais à présent, les chasseurs sont eux-mêmes chassés. Si on veut continuer à assurer 90% du trafic commercial par bateau, il faut veiller à ce que les routes maritimes restent praticables. Et pour l'heure, ce n'est possible qu'avec des vaisseaux de guerre. L'Esbjørnstner est une frégate danoise mandatée par l'OTAN pour chasser les pirates. L'Europe aussi a besoin des marchandises et du pétrole de l'Orient.
Les Danois étant traditionnellement un peuple de marins, ils sont les parfaits alliés des Américains dans la lutte contre les pirates. Mais la mission de l'Esbjörnsnær n'est qu'un succès partiel. Le danger plane toujours en mer. La région est trop étendue. C'est pourquoi les Danois ont mis au point une nouvelle tactique. Ils patrouillent le long des côtes somaliennes. On observe ce qui se passe sur la plage, s'il y a des activités de piraterie. Tant que les pirates sont sur la plage, ils ne s'emparent d'aucun navire. Mais même s'ils arrêtent des pirates suspects, ils les relâchent très vite. Ça vaut mieux que de les surveiller ici. Notre mission est d'empêcher les attaques, pas de capturer des pirates. On a pris 2 barques. La moitié de l'équipage étaient des types qu'on avait déjà eus à bord. On a pris leur identité une fois de plus, puis on les a relâchés. Avec cette tactique, les Occidentaux semblent condamnés à combattre sans cesse les mêmes pirates et à maintenir indéfiniment leurs vaisseaux de guerre dans ces eaux. À moins que ce ne soit précisément le but recherché. En Europe, on est de plus en plus tenté de lutter contre la piraterie sur le sol somalien. Tout le monde sait que la seule solution est d'intervenir sur la terre ferme. Les Somaliens se sont longtemps opposés à toute intervention extérieure directe. Comme cet ancien chef des gardes-côtes, beaucoup préféreraient que l'étranger les soutienne dans leur combat contre la piraterie. S'ils veulent nous aider, qu'ils aident nos gardes-côtes à protéger notre peuple. Mais si les marines occidentales renforcent leur présence dans ces eaux, ce n'est pas seulement à cause des pirates. Ce vieux cimentier ne fait que son travail. Son drapeau n'en éveille pas moins la curiosité des officiers de l'Esbjörnsnær. Ce bateau bat pavillon nord-coréen et se dirige vers le sud de la Somalie. Il se rend à Kismayo, fief du mouvement Al-Shabaab, une organisation islamiste anti-occidentale qui contrôle le sud de la Somalie. Même si le cargo n'a aucun lien avec les pirates, les Danois le suivent et montent à bord avec une troupe d'intervention. On a parlé avec le capitaine. Il était d'accord pour qu'on monte à bord. On lui a donné des conseils pour se défendre contre les pirates. Si la domination occidentale dans ces eaux est menacée par quelques pirates, les pays rivaux ne tarderont pas à profiter de la situation. De fait, le contrôle des routes maritimes est un enjeu capital pour les puissances mondiales. Et toutes se le disputent. Chinois, Russes, Iraniens, tous ceux qui ont des intérêts au-delà de leur zone d'influence directe sont en lice. Les pirates ont toujours amené les puissances maritimes dans des régions où elles ne seraient jamais allées autrement. D'autres dangers planent sur les routes internationales. Au milieu de la nuit, le Progress traverse le détroit de Bab el-Mandeb, en importance le 2e bras de mer du Moyen-Orient. Bab el-Mandeb signifie porte des larmes. Ici aussi, il peut y avoir des problèmes. Cette porte est la jonction maritime entre l'Asie et l'Europe. Le passage est étroit et les régions limitrophes politiquement instables. Le détroit étant très dangereux, on a impérativement besoin d'un lieu sûr pour entretenir les navires. C'est ainsi que le port de Djibouti est devenu une escale quasi obligatoire. Au lieu de verser dans la piraterie, les Djiboutiens ont trouvé un moyen pacifique pour tirer parti de la situation. Ici, amis et rivaux se côtoient. Chacun s'observe. Tout le monde a intérêt à une cohabitation paisible. La France était la puissance coloniale de Djibouti.
elle est encore présente. Les Américains sont également sur place. Depuis leur base militaire, ils lancent des opérations spéciales et des attaques de drones dans la région. Les Japonais s'installent eux aussi à Djibouti, tout comme les Russes. Même les Iraniens